Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée dont voici les principaux faits. Le Premier ministre Abdelkader Kamil a reçu aujourd'hui la visite d'une délégation saoudienne de l'ONG WAMI. Le gouvernement djiboutien procède aujourd'hui à l'abrogation du partenariat économique avec le DP World. Merci à vous de nous rejoindre. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique WAMI, Saleh Al-Wahabi, a été successivement reçu aujourd'hui par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Abdelkader Kamil a reçu en premier donc la délégation conduite par le secrétaire général de l'ONG WAMI. Cette rencontre a permis de réaffirmer toute l'attention du gouvernement djiboutien à cette ONG qui mène un travail remarquable dans divers domaines tels que l'humanitaire, le social, la santé, l'environnement ou encore l'agriculture. Le siège de l'ancienne ANPJ, l'Association nationale de la promotion de la jeunesse, a été transformé hier en un important centre de formation où des centaines de jeunes seront formés dans des filières telles que l'électrotechnique, la métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid et pour les jeunes filles, la formation en couture et en documentation et gestion des bibliothèques. L'entretien entre le Premier ministre et le secrétaire général de l'ONG WAMI s'est déroulé en présence de notre ambassadeur à Riyad, Diaïdine Saïd Bamakhrama. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a salué le travail de l'ONG dans le pays et a insisté plus particulièrement sur la formation des jeunes dans le domaine de l'électricité et la mécanique. Il s'agit, a-t-il indiqué, de permettre aux jeunes d'acquérir les qualifications nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle d'une part, et d'autre part de lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté. Il a aussi encouragé le directeur local de l'ONG à assurer son hôte, le secrétaire général de l'appui du gouvernement dans toutes ses formes. L'ONG WAMI donc mène des activités similaires dans plus d'une cinquantaine de pays musulmans. Après le Premier ministre, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique, WAMI, Saleh Al-Wahabi, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le secrétaire général donc a remercié à la fois le Premier ministre tout autant que le président du Parlement pour ses audiences et le soutien dont bénéficie à Djibouti le bureau de l'ONG WAMI. Le secrétaire général a indiqué que l'ONG va continuer à œuvrer aux côtés du gouvernement pour le progrès social, la lutte contre la précarité des jeunes et le développement du pays. L'ambassadeur de Djibouti, Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama, était également présent à cette rencontre. Dans l'actualité également, le gouvernement djiboutien procède au recouvrement de son plein droit plein et entier à disposer donc du DCT de Doralé. Le gouvernement djiboutien donc à DCT de Doralé a procédé à l'abrogation du partenariat économique qui le liait à DP World. Selon un communiqué officiel du ministère de l'Équipement et des Transports rendu public aujourd'hui, il est clairement indiqué que la République de Djibouti a décidé de procéder à la résiliation unilatérale avec effet immédiat du contrat de concession attribué à DP World. Dans ce même document, l'État annonce avoir pris cette décision en application à la loi du 8 novembre 2017 qui a pour objectif de protéger dans le cadre des contrats d'infrastructures et stratégiques les intérêts supérieurs de la nation djiboutienne, en particulier ceux ayant trait à la souveraineté de l'État et à l'indépendance économique du pays. Il est à noter que notre pays a mis un terme à sa collaboration avec donc DP World au prolongement d'une fin continue de non-recevoir que ce partenaire économique aurait opposé à toutes ces démarches relatives à un règlement à l'amiable. De 2012 au mois actuel de février 2018, toutes les tentatives menées de bonne foi par le gouvernement de Djibouti et ses représentants afin d'aboutir à une solution négociée ou à une résolution à l'amiable ont été repoussées sans protocole par la direction de DP World. Est-il donc indiqué dans le communiqué publié qui précise également que le gouvernement de la République de Djibouti, dès aujourd'hui, reprend en charge la gestion du terminal ainsi que l'ensemble des biens et des personnes indispensables au fonctionnement du DCT. Il est à mentionner que le terminal à conteneurs de Doralé, le DCT, passera désormais sous l'autorité de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, société dont l'État détient la totalité des actions. Pour plus de précision, écoutons les explications du directeur de la SGTD. L'État djiboutien a décidé aujourd'hui de retirer le droit de gestion et d'administration du port de Doralé à la société DP World, une société qui était associée auparavant au gouvernement djiboutien.
Le droit d'administration du dit port de Doralé a été octroyé à une nouvelle entité dénommée Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, appartenant à 100% à l'État djiboutien. La raison de ce retrait: la société DP World, qui avait une part de marché de 33% et Djibouti 67%, a catégoriquement refusé notre proposition de porter des modifications au niveau du mode de gestion et des modalités d'accord du port de Doralé. Un refus qui dure depuis 6 ans. Parmi les modifications et les changements demandés par Djibouti, recouvrir le vote majoritaire en tant qu'actionnaire majoritaire que DP World, actionnaire minoritaire, détenait auparavant. Pire encore, les accords stipulaient que la République de Djibouti ne pouvait prendre l'initiative de construire de nouveaux ports, alors que DP World a déjà construit différents ports dans les pays voisins ou riverains de la mer Rouge. Ces ports étant à ce jour des concurrents aux différents ports de Djibouti. L'État de Djibouti a estimé donc que cet état des faits portait atteinte à la souveraineté de notre pays et empêchait les investisseurs djiboutiens ou autres d'investir dans notre pays. C'est ainsi ce qui est donc un droit légitime dans l'État souverain. C'est ainsi qu'il a été décidé d'octroyer le droit de gestion du port de Doralé à notre nouvelle société à 100% djiboutienne, dénommée Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. L'État du Djibouti est prêt à rembourser la société DP World en matière d'indemnisation sur investissement dont le droit reviendrait à la dite société DP World. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu hier le président de l'AFC, l'Africa Finance Corporation, Andrew Ali. Basé à Lagos, au Nigeria, cette institution financière panafricaine est en étroite collaboration avec le ministère de l'Énergie et l'EDD dans la réalisation du projet de production d'énergie éolienne de 60 MW prévu au Goubet. Lors de cette entrevue, les interlocuteurs se sont réjouis des échanges cordiaux et de l'avancée de ce projet. Le président de l'AFC, accompagné de son coordinateur de projet, Oroboza, a affirmé être venu à Djibouti pour constater lui-même l'état d'avancement de ce projet et est maintenant plus que jamais confiant de la concrétisation de ce projet. Le ministre de l'Énergie a quant à lui réitéré son engagement de supporter ce projet et assurer de l'appui de ses proches collaborateurs présents lors de cette réunion. Il s'agit du secrétaire général Mohamed Kile et du directeur de l'énergie Gouled Mohamed. Une cérémonie de remise de la dernière tranche de la zakat de l'année 2017 pour les nécessiteux et orphelins de Djibouti-Ville a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Près de 1120 enfants ou personnes ont bénéficié de ces aides. Il s'agit de 837 familles défavorisées, de 120 personnes âgées et 60 personnes à besoins spécifiques issues de la banlieue de Balbala ou vivant à Djibouti-Ville. La cérémonie de remise de ces aides a été placée sous la houlette du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré. Ces aides financières permettent de soulager des failles dans le besoin. Et selon le département de tutelle, 220 millions de nos francs ont été collectés pour la zakat de 2017. Outre le ministre des Affaires musulmanes, était présent à cette cérémonie de remise de l'aide financière la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et l'ancien ministre de la Communication et de la Culture, Ali Abdi Farah, des représentants du corps diplomatique ainsi que de hauts cadres et responsables du ministère des Biens Warf. Et prenons la parole, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Barré, n'a pas manqué de rappeler le devoir de chaque musulman de s'acquitter de sa zakat une fois par an. Aujourd'hui, a-t-il dit, nous sommes réunis pour une bonne cause. Notre pays est célèbre pour être un état de droit avec un peuple solidaire et où le gouvernement s'efforce de mettre l'accent sur les projets à caractère sociaux. Que Dieu le bénisse, c'est grâce à l'initiative du président de la République que la fondation du Diwan Zakat a été instaurée et mise en place. Aujourd'hui, notre
pays, a-t-il poursuivi, est à son apogée quant à sa croissance, surtout grâce à la politique de clairvoyance du président de la République qui a voulu bannir la différence des classes sociales en s'efforçant à sortir les plus démunis de la précarité. Dans cette optique, une bonne part du budget national est consacrée aux projets à caractère social. Enfin, le ministre a profité de cette occasion pour exhorter les grands commerçants de payer donc intégralement les biens du zakat à la fondation Diwana Zakat, qui est la seule institution chargée de la collecte de la zakat à Djibouti. Une délégation conduite par le directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, s'est rendue ce matin au lycée industriel et technique commercial, le LIC. À noter que ces visites de travail avaient pour objectif de superviser l'évolution de différentes filières de formation technique et professionnelle depuis leur implantation, mais également de contrôler l'utilisation à bon escient des matériels fournis. Les discussions ont porté sur différents points importants et utiles relatifs à l'amélioration de la qualité de formation des jeunes pour une meilleure insertion professionnelle. Et par ailleurs, ont été abordés entre autres les projets d'établissement du LIC, mais aussi la nécessité de favoriser le travail d'équipe de façon à ce que les équipes pédagogiques et administratives fassent en sorte d'impliquer les élèves à prendre part à la vie scolaire et surtout à la préservation de leur établissement. De cet échange fructueux ont émergé des idées telles que le partage des bonnes expériences des uns et des autres. L'équipe de la DGFTP a ce matin visité le LIC pour voir l'évolution des différentes formations qui se déroulent, formation professionnelle au LIC, pour voir également la mise en place des nouvelles formations que nous sommes en train de constater. Je prends par exemple tout ce qui est électrotechnique, tout ce qui est métier du bâtiment, tout ce qui est la mécanique, tout ce qui est également menuiserie, etc. Donc nous avons également constaté l'évolution des équipements. Il y a beaucoup d'équipements qui ont été acheminés ici au LIC. Il y a beaucoup de matières d'œuvre. Également la participation pour les formations des professionnels et également des vacateurs, nombreux vacateurs ici à formation, qui donnent des formations au LIC pour les jeunes du LIC. Nous avons également vu les formations nouvelles comme les manutenciers, donc avec l'utilisation du Clark, la formation conduite routière CAP de 2 années, donc les jeunes étaient en train de conduire des petites voitures particulières, et également formation sur simulateur pour les préparer à la conduite de camions qui va se faire très bientôt, donc début avril, pour les jeunes de CAP, camions poids lourds et camions semi-remorques, donc ils ont 2 années pour maîtriser tous les types de véhicules. Nous avons également eu le plaisir ce matin de constater le lancement des formations, des nouvelles formations en soudure, que ce soit soudure Micmac, TIC, soudure et coupure, découpage au oxyacétylène. Donc toutes ces nouvelles formations dans ce domaine de soudure vont permettre aux enfants de maîtriser tous les types de soudure. C'était vraiment des formations qui tenaient beaucoup à cœur au ministre, donc c'est une évolution. Donc nous remercions donc le président de la République. Les choses ont réellement changé depuis la mise en place de ce fonds. Et dans une ambiance festive, l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, a célébré donc hier à Ali Adé, dans la région d'Ali Sabié, ses 40 ans d'existence. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Abdoulaye Bari, la représentante adjointe de l'Organisation mondiale pour les migrations, l'OIM, et la représentante du Programme alimentaire mondial, le sous-préfet de la localité, et de nombreuses personnalités ont pris part à la célébration de cet anniversaire. Depuis 40 ans donc, l'ONARS vient en aide aux personnes ayant trouvé refuge à Djibouti pour fuir les guerres civiles, les conflits entre États voisins, les violences ou persécutions pour des raisons ethniques ou confessionnelles, ainsi que les calamités naturelles. La journée a été marquée par des belles animations musicales et surtout par une libération de la parole où des témoignages poignants ont été faits par des personnes ayant trouvé asile à Djibouti. Ils ont souligné combien est précieuse la paix et le vivre ensemble en parfaite harmonie. Ils ont évoqué l'hospitalité légendaire de Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan, a décerné à cette occasion des attestations de grande reconnaissance à tous les organismes qui travaillent étroitement avec l'ONARS pour venir en aide, notamment aux migrants économiques et aux réfugiés.
La 6e édition de l'exercice conjoint de simulation de transfert entre les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais s'est déroulée donc ce jeudi sous la supervision du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, et du vice-amiral Suichi Awanami, vice-commandant des opérations des gardes-côtes japonais, en présence également de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. L'objectif de l'exercice consiste à la mise à niveau des opérations sur le plan tactique et technique des forces spéciales de lutte contre la piraterie maritime des deux institutions, afin d'échanger mutuellement les connaissances et les expériences pour pouvoir lutter contre la piraterie maritime. Les interventions réalisées en mer par les deux unités ont jusqu'à nos jours amélioré les capacités de renforcement de la sécurité et la sûreté du domaine maritime en général, du détroit de Bab el-Mandeb en particulier. Le commandant des gardes-côtes a tenu à louer les soutiens permanents des gardes-côtes japonais. Et dans le cas de la lutte contre l'immigration clandestine, les gendarmes du groupement mobile stationné au poste du lac Assal ont de nouveau mené dans la nuit du 20 au 21 février une opération de ratissage dans le secteur des 7 virages ou de l'ouest de Raïssa. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 146 migrants clandestins, dont 37 femmes, tous d'origine éthiopienne et désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par la gendarmerie. À l'issue, donc, ils ont été reconduits aujourd'hui, 22 février, à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. Et avis de recherche pour clore l'actualité nationale. La famille Hassan Omar recherche activement leur fils Wabri Hassan Omar, âgé de 4 ans. Le petit Wabri donc a quitté le domicile familial ce matin et est depuis introuvable. La dernière fois qu'il a été donc aperçu, il jouait dans son quartier, au quartier 7. Toute personne qui l'aurait aperçu est priée donc de contacter le 77 08 88 05 ou le second arrondissement de la capitale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Alors Fardous, l'Union africaine donc veut soutenir les élections au Zimbabwe. Tout à fait, donc l'Union africaine se dit Ahmed prête à soutenir le processus électoral au Zimbabwe. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, vient d'achever une visite de 3 jours dans le pays, au cours de laquelle il a assuré donc du soutien technique et financier de son organisation au gouvernement de transition pour la tenue d'élections plus responsables. En effet, le Zimbabwe se prépare à aller aux urnes entre mai et juin prochain et le processus semble donc en bonne voie. C'est le président de l'Union africaine qui a multiplié les rencontres avec les différentes autorités du pays, garantir ou encore préserver cette accalmie dans le pays, et c'est en quelque sorte, Ahmed, le message que veut véhiculer donc Moussa Faki lors de ces rencontres. Merci Fardous. Quant à nous, nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élections. C'est juste après ça. Merci à vous de nous rejoindre donc pour ce journal spécial élections. Le scrutin des élections législatives 2018 se déroulera donc demain, et ceci sur l'ensemble du territoire national. Après une campagne électorale qui a duré 15 jours, les 4 partis politiques en lice dans cette élection vont se départager les 65 sièges de la future Assemblée nationale. Il est à rappeler que seule l'UMP est présente dans toutes les circonscriptions électorales. La coalition UDJ-PDD fera face à l'UMP dans la circonscription de Djibouti-Ville qui compte 35
5 députés. À Ali Sabié, ce sera donc un face-à-face UMP-CDU et à Tadjoura, l'UMP sera opposé à l'ARD. Dans les circonscriptions d'Arta, d'Obok et de Dikil, la liste de l'UMP se soumettra à l'approbation des électeurs sans liste concurrente. Les élections législatives 2018 ont une particularité, celle de voir l'augmentation du quota des femmes qui est désormais d'au moins 25% en vertu de la dernière loi adoptée par l'Assemblée nationale. Il s'agit là en fait d'un combat pour l'intégration de la femme, un combat mené par le président de la République depuis son élection à la magistrature suprême en 1999. C'est l'occasion également pour nous de survoler ce combat qui est un véritable parcours du combattant. Voici une analyse de Omar Aliégué. L'intégration de la femme dans la vie politique à Djibouti. Une volonté du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui est en constante évolution, marque un grand tournant dans notre société, notamment dans sa façon de penser. Au-delà d'une simple question d'arithmétique de siège au Parlement ou dans la fonction publique, cette vision de donner pleinement à la femme djiboutienne toute sa place dans la société reste avant tout l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande des réalisations du chef de l'État, de par son impact et sa dimension sociétale. Ainsi, la politique d'intégration de la femme menée par le président de la République depuis son élection à la magistrature suprême consiste à briser ses chaînes et de soigner le mal à la racine. Il s'agit d'une panoplie de mesures mises en œuvre depuis 1999, allant de l'arrêt des mutilations génitales chez les jeunes filles, source souvent de traumatismes, mais aussi de difficultés sanitaires en tout genre, durant toute leur vie de futures femmes, jusqu'à la scolarisation obligatoire des petites filles à parité égale avec les garçons. Deux mesures phares qui, à elles seules, assurent un avenir meilleur à la femme djiboutienne et à la nation tout entière, dans la mesure où elles allègent le lourd fardeau inutile supporté à vie en soins post-mutilation par la santé publique et bien sûr plus de 50% de la population qui sort de l'analphabétisme devient éduquée et active et partant de là, productive. Bien sûr, à cela s'ajoute la création du ministère de la Femme et de la Famille, qui a été créé avec pour mission de mettre en œuvre cette politique. Le président de la République, pour annoncer les couleurs, augmente le nombre de femmes au gouvernement. Ainsi, la secrétaire d'État aux Affaires sociales et la ministre déléguée au logement font leur entrée au cabinet. Cette politique, appuyée par la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, et avec elle l'UNFD, nécessitera des centaines d'ateliers de sensibilisation et nombre de conférences au niveau national et même régional où la First Lady, à chaque occasion, clame haut et fort la nécessité du changement. Aujourd'hui, il est heureux de le constater, cette vision désuète et impartiale de l'identité féminine est en train de se transformer au fur et à mesure que par l'éducation, par la pédagogie, par le militantisme, se brisent des résistances rétrogrades et des archaïsmes mensongers, voire criminels. Il est heureux de le dire, cette vision est en train de se transformer en grande partie grâce aux efforts conjoints de tous les acteurs concernés et plus particulièrement des femmes. Le message commence à passer et en 2003, la femme djiboutienne relève la tête, affirme son existence. On les croise dans les couloirs des ministères par groupe d'associations et les responsables marquent un point d'honneur à les recevoir. L'idée des femmes au Parlement est lancée et reste dans tous les débats. Oui, dit-on, les femmes doivent avoir leur représentante au Parlement, ou encore, les femmes doivent être représentées au Parlement. Quelle que soit la formule utilisée, la nuance reste toutefois présente et elle est de taille. En effet, si tout le monde s'accorde pour l'entrée des femmes au Parlement, pour la grande majorité de la gente masculine, y compris les politiques, les femmes ne seront pas les représentantes de leurs concitoyens hommes, mais toujours celles des femmes. En les croisant toutefois, on acquiesce toujours en réaffirmant « Vous avez votre place au Parlement ». Certains par ironie, pour d'autres par sympathie, souvent par courtoisie. Mais il y en a un pour qui il n'est rien de tout cela, mais un objectif bien précis. C'est ainsi qu'en 2003, le président de la République
propose un projet de loi qui concède 10% des sièges du Parlement aux femmes, soit 7 sièges, et par la même occasion fait table rase de toutes les suppositions d'élargissement des sièges de l'Assemblée et toutes les options du mini-parlement des femmes. La cause féminine est un combat pour la justice, car elle porte sur des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de dignité. Des valeurs qui doivent rassembler au nom de l'humanité et transcender les préjugés et les clivages hommes-femmes. Dans le quotidien, c'est toute la société qui tire bénéfice de l'action de sa gente féminine. C'est le coup de tonnerre dans le ciel de Djibouti. Chacun se console et se dit qu'après tout, j'ai 90% de chances de ne pas être remplacé par une femme. L'opposition, qui est au mieux de sa forme à l'époque avec l'UAD et des leaders comme le défunt Ahmad Dini, paix à son âme, crie au scandale et à qui veut l'entendre que c'est contraire à nos us et coutumes. Les femmes, d'accord, mais ce n'est pas la bonne méthode, dit-on dans ses rangs et l'UAD, de promettre qu'en cas de victoire, cette loi sera abolie. D'ailleurs, l'UAD en a fait un sujet de campagne. Et avec cette loi, cette coalition croit en sa victoire. Et l'on spécule déjà sur le fonctionnement des institutions dans cette hypothétique cohabitation. C'est l'erreur qui lui sera fatale. Et l'UAD, dans sa posture, se mettra à dos la gente féminine. En effet, le président est sûr de sa popularité et sait que le peuple qu'il a porté au pouvoir en 1999 ne le privera pas d'une majorité à l'Assemblée, raison pour laquelle il a administré cette thérapie très douloureuse qui a permis de briser cette grande barrière qui fait obstacle à la femme djiboutienne. Un concept basé sur le clanisme et selon lequel la femme ne peut représenter l'homme. Ces élections ont été remportées haut la main, avec un résultat incontestable. Une véritable révolution pour ce pays qui, même indépendant et souverain depuis juin 1977, restait prisonnier de lui-même et d'un mode de vie ancestral. Mais le pari est réussi. L'infranchissable est franchi et la femme affranchie. La pilule, si amère soit-elle pour certains, a payé, propulsant la nation tout entière dans une nouvelle ère. La preuve que la greffe a pris. Autrement dit, cette mutation profonde de notre société, la nouvelle loi augmentant de 15% le quota des sièges des femmes au Parlement, soit 25% au total, est passée sans commentaire et même accueillie avec enthousiasme en 2018. Il a fallu un homme sûr de lui-même, mu par un courage politique sans faille, avec une ferme volonté de réformer son pays. Nous sommes redevables à cet homme, le président Ismaël Omar Guelleh. Le mouvement du 1er novembre 2015, entre autres faits d'armes, puisait sa source dans ses qualités d'homme, d'État et de guide. Avec lui, en effet, nous sommes passés d'un mode de vie à un choix de vie, et pour toujours. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin en audience une mission d'observateur électoral de la Ligue arabe. La délégation a été conduite par l'honorable Mohamed Lamine Ould, ancien Premier ministre de la Mauritanie, actuellement secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes. Après les amabilités d'usage, le chef de la mission a expliqué que lui-même et sa délégation ont été conviés par le gouvernement djiboutien pour prendre part au processus de surveillance des élections législatives prévues pour vendredi prochain. En outre, le chef de la mission de la Ligue arabe a indiqué que le système politique avait beaucoup évolué depuis son dernier passage à Djibouti lors de la présidentielle de 2016. S'exprimant à son tour sur le déroulement de la campagne électorale, le président Ahmed a affirmé que la campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble dans un climat de sérénité et de paix. Outre les observateurs de l'Union africaine et de la Ligue arabe, les observateurs de l'OCI, l'organisation de la communauté islamique, sont arrivés donc à Djibouti. Cette délégation conduite par Mouna, originaire du Yémen, accompagnée de 3 membres, dont un djiboutien, un fonctionnaire djiboutien de l'OCI, ont rencontré donc ce matin au Palais du Peuple le président de la commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed, et les membres du bureau de la CENI. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les préparatifs des élections prévues à Djibouti et l'atmosphère qui prévoit actuellement. Le président de la CENI a fait brièvement un exposé sur les préparatifs et sur les différentes formations politiques en lice pour ces élections.
Et suite à la circulaire relative au déroulement des élections législatives de demain, la préfecture de la région de Tadjoura a procédé à une réunion avec les 48 présidents de bureaux de vote. À l'issue de cette formation de simulation tenue à la préfecture, les présidents de bureaux de vote, en présence du préfet de la région et de ses proches collaborateurs, afin d'éclaircir donc pour chaque président du bureau de vote les règles et la formalité décrites sur le circulaire. Pour terminer, le préfet a demandé donc à tous les présidents et membres du bureau de vote de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires et pour que l'accomplissement de leur mission se fasse dans les meilleures conditions. L'ensemble des équipes composées des présidents se sont dirigées par la suite vers leurs bureaux respectifs sous la supervision des forces armées djiboutiennes chargées du transport des équipes et des matériaux et garant de la sécurité sous le commandement de M. Ilyas Omar Youssouf. La sécurité des bureaux de vote. Donc, hier, nous avons prodigué une formation pour les 48 présidents afin qu'ils connaissent leur mission et rôle sur le terrain, sur le bureau, comment ils doivent s'y prendre aux missions qui leur sont confiées. Donc, nous demandons à la population tadjourienne, aux têtes des listes surtout, ils veillent à ce que cette élection se déroule dans de bonnes conditions. Je demande à la population tadjourienne de voter massivement parce que c'est un devoir citoyen qu'ils doivent s'acquitter. Et enfin, la région de l'Unité se prépare également aux élections législatives qui vont se dérouler demain. C'est ainsi que ce matin, les employés de la préfecture s'activaient beaucoup pour préparer les urnes qui vont servir au vote. Le numéro a été fixé pour chaque circonscription électorale de la région d'Ikil, et à savoir donc d'Ikil, As'ila, Mouloud et Yoboki. Après une dernière vérification, les urnes ont été acheminées vers les différentes localités de la région. Cette opération a été supervisée par le préfet de la région, Mohamed Cheikho. Au total, les électeurs vont voter dans 57 bureaux de vote, dont 20 dans le chef-lieu et 37 dans les 3 sous-préfectures. Les électeurs de l'unité donc vont voter demain pour élire 11 candidats, tous issus de la formation UMP, avec pour tête de liste Ouleki Flé Ahmed et la candidature de 3 femmes, dont Aïcha Habib Boko. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Téléjournée.